Bonjour chers élèves sur une nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je suis El Mehdi El Kourti, votre professeur de français et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente qui a porté sur le narrateur, sur le statut du narrateur, sur les différents niveaux du récit ou bien les focalisations, les points de vue qui sont adoptés par le narrateur, je vous invite à regarder la vidéo dont je parle avant de revenir et de continuer avec moi les outils d'analyse qui vont vous permettre d'analyser un récit. Vous le savez très bien, dans le cadre de votre programme, vous avez deux récits. Vous avez le roman Athènes, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo et le roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Maintenant qu'on a parlé du narrateur et de tout ce qui tourne autour du narrateur, on va parler du récit, on va parler de sa structure, de la structure sommaire dans un premier temps. Donc le début, le milieu, la fin. Avant de parler du schéma narratif, la structure ce n'est pas la même chose que le schéma narratif. Et puis par la suite on va parler du schéma actantiel. La structure c'est voilà, ça ressemble à quoi un récit? Le schéma narratif, c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir analyser l'événement et la relation entre les différents événements. Quant au schéma actantiel, c'est un autre outil qui est tout puissant. Mais cet outil-là, il porte plus sur les relations entre les différents personnages que nous avons à l'intérieur d'un récit. Et vous allez voir que, par exemple, ce dernier élément pourrait s'appliquer aussi à la tragédie moderne, Jean Anouilh, même s'il ne s'agit pas d'un récit à proprement parler. Donc, parlons de la structure. Donc déjà, j'ai un début. Le récit, c'est tout simple. C'est un début, c'est un milieu et c'est une fin. Le début du récit pourrait comporter un prologue. Prologue, ça vient de pro, qui veut tout simplement dire avant, et le logos, c'est le discours. Donc, c'est ce qu'il vient avant le récit. Il ne fait pas partie du récit, mais il pourrait peut-être le préparer en évoquant les personnages, en évoquant les événements qui se sont déjà déroulés avant, etc., etc. Donc, ça sert de préambule. Mais moi, l'élément le plus important par rapport au début d'un récit, ce que j'appelle vraiment début d'un récit, c'est l'incipit. L'incipit, c'est tout simplement les premiers mots, les premiers paragraphes, voire tout le premier chapitre d'un récit. Donc, l'incipit, ça vient, ou bien on peut appeler ça aussi incipit, puisque ça vient du terme latin incipio, qui veut tout simplement dire commencer, correspond effectivement à ce que je viens de dire, aux premières lignes, aux premières pages d'un récit. Et généralement, mais ce n'est pas toujours le cas, ça correspond à la situation initiale du schéma narratif. Alors, quels sont les objectifs d'un incipit? Un incipit a une première fonction, c'est une fonction de contextualisation. Il me permet de présenter les personnages, de parler du cadre spatio-temporel, etc., etc. Ça, c'est un premier élément que me permet l'incipit. Généralement, lorsque vous avez l'incipit dans le régional, on va nécessairement vous poser des questions par rapport à son rôle. On a une deuxième fonction, mais pour moi, c'est une fonction qui est subjective. Pourquoi c'est une fonction subjective? Parce que c'est une fonction d'accroche. Généralement, lorsque vous partez dans une librairie pour acheter un livre, il y a la première de couverture, une couverture magnifique qui vous plaît, donc vous êtes tenté. Vous lisez la quatrième de couverture, vous êtes encore plus tenté. Cependant, vous vous dites, allez, un dernier élément va peut-être me permettre d'acheter ce livre ou pas. Et c'est quoi cet élément? Ce sont les premières lignes. Donc généralement, lorsqu'un écrivain écrit un livre, il prend soin de bien soigner, effectivement, ces premières lignes, histoire de vous accrocher, que vous soyez happé lorsque vous êtes en train de lire l'œuvre. Et puis, on a un dernier élément. Une dernière fonction, c'est une sorte de pacte de lecture. L'incipit me permet par exemple de reconnaître le genre littéraire auquel appartient l'œuvre. Il me permet d'avoir une idée sur ses choix stylistiques, sur le niveau de langue qu'il utilise par exemple. Donc ce sont les différentes fonctions de l'incipit. Donc présentation des personnages, du cadre spatio-temporel, une fonction d'accroche et une sorte de pacte de lecture. Et puis on a un incipit qui est bien particulier. Et c'est un incipit qu'on retrouve dans les œuvres, notamment dans le dernier jour d'un condamné. C'est ce qu'on appelle un incipit in media res. Lorsqu'on est plongé en plein milieu de l'action, lorsqu'on est plongé en plein milieu des événements. Tout à l'heure, rappelez-vous ce que j'étais en train de dire. Généralement, l'incipit correspond à la situation initiale. L'incipit du dernier jour d'un condamné
Bicêtre, condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, etc. Non. Est-ce que c'est la situation initiale? Non. La situation initiale, c'est lorsqu'on avait un condamné, avant qu'il soit condamné, on avait un homme qui vivait heureux avec sa famille et puis il y a quelque chose qui a perturbé sa vie, il avait commis un crime de sang. Et ce n'est que par la suite que j'ai sa condamnation. Ça fait partie des péripéties. Donc, je suis plongé en plein milieu des péripéties. Cet incipit-là, ça s'appelle un incipit in media res, au milieu des choses. Et c'est le cas, bien sûr, du dernier jour d'un condamné. Donc, c'est ce qu'il faudrait savoir par rapport au début du récit. Mais maintenant, le milieu du récit, voire même dire son naissance. Le point culminant de l'histoire, le cœur des péripéties se nomme le climax. On pourrait trouver d'autres termes comme bien sûr apogée ou bien l'acmé. L'acmé ou bien l'apogée du récit. Et ça se situe généralement vers la fin, avant le dénouement. Bien sûr, voilà, c'est lorsque l'action ou bien l'action dramatique devient importante, palpitante, c'est ce qu'on appelle le cœur du récit. Et finalement, de même qu'on a un début, on a une fin. Et de même qu'on a un incipit, nous avons ce qu'on appelle l'excipit, ou bien plus correctement, l'explicite, ou bien l'explicite en latin. Ça correspond au dernier chapitre, aux dernières pages, voire les derniers mots du récit. Et par rapport au schéma narratif, il renvoie à la situation finale, à ces situations d'équilibre retrouvées par les personnages. Et il permet, donc voilà, et dans certains cas, il faudrait savoir que la situation n'est pas stabilisée. Et c'est dans ce cas qu'on parle de fin ouverte. D'ailleurs, c'est le cas, encore une fois, du dernier jour d'un condamné. Et j'ai envie d'attirer votre attention sur un mot qui est assez particulier, assez intéressant, qu'on appelle la clausule. Effectivement, lorsque cette fin est percutante, lorsqu'on a une phrase ou bien quelques dernières phrases qui sont percutantes, assez intéressantes, on appelle cela une clausule. Et c'est encore une fois, le cas du dernier jour d'un condamné avec la fameuse phrase 4 heures. Après, ça c'est juste pour votre connaissance puisque nous n'avons pas ça dans le cadre des œuvres qui sont au programme. L'épilogue, épique veut dire au-dessus et le logos, le discours, c'est l'inverse du prologue. Ça permet de faire de connaître la situation ou les actions futures de certains personnages du roman ou de laisser cours aux réflexions de l'auteur sur son œuvre. Je vous le donne pour que vous puissiez le prendre. Cependant, on n'a pas ça dans les œuvres, donc automatiquement. Ça ne fait pas partie du programme. Donc ça, c'est la structure du récit en général. Maintenant, 2 outils par rapport à la structure du récit. 2 outils qui vont vous permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender les histoires ou bien les récits que vous avez. C'est le schéma narratif et puis le schéma actantiel. On va commencer par le schéma narratif. Je l'avais dit tout à l'heure, le schéma narratif, c'est la relation entre les différents événements qu'on a au niveau de l'œuvre. Et bien sûr, la première étape du schéma narratif, c'est la situation initiale, c'est le début du récit, avant que les aventures à proprement parler commencent, bien sûr. Généralement, la situation est assez stable. L'auteur nous présente les personnages, le cadre, l'intrigue, etc., etc. Maintenant, on va appliquer cela à la boîte à merveilles et c'est un peu spécial puisque la boîte à merveilles est atypique. C'est une très longue situation initiale puisque rien ne se passe durant presque 8 chapitres. Le cas de la boîte à merveilles, c'est que le narrateur et personnage vit avec ses parents. Une vie sereine, caractérisée par la solitude et l'imagination débordante du narrateur. Et comme je viens de le dire, elle occupe les 8 chapitres dans lesquels on découvre le quotidien d'une famille de Fès dans les années 20, si vous voulez être précis, en 1921. Ses joies, ses peines, ses traditions, l'enseignement, les superstitions, etc., etc. Donc voilà, situation initiale, rien ne se passe, c'est le début, on met en place notre intrigue, les différents personnages, etc., etc. Et puis, on a dit que la situation est stable. Il va y avoir quelque chose qui va rompre cette stabilité. C'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur. C'est soit un personnage ou bien un événement qui va venir mettre fin à cette stabilité et déclencher le début des péripéties. Dans le cadre de la boîte à merveilles, c'est au niveau du chapitre 9, dans le souk aux enchères au Haïk, le père du narrateur, Mel Slam, va perdre son maigre
capitale. Et vous allez voir que ça va perturber la vie de cette famille. S'en suivent bien sûr les péripéties. Donc on parle parfois de nœuds, notamment dans le cadre du théâtre, ou d'actions pour décrire toutes les aventures vécues par le héros ou l'héroïne du récit. Ces péripéties visent un seul but, résoudre le conflit engendré par l'élément perturbateur. Et dans le cadre de la boîte à merveilles, c'est le père du narrateur qui a pris une décision. C'est d'aller travailler dans les environs de Fès en tant que moissonneur afin de se reconstituer son maigre capital et pouvoir rétablir son atelier. Sidi Mohamed va arrêter ses cours, il va commencer à accompagner sa mère pour visiter les différents saints et quelques voyants et quelques mausolées. Donc ces péripéties dans le cadre de la boîte à merveilles occupent le chapitre 9, 10 et 11. Et bien sûr, vient, en fin de compte, l'élément de résolution ou bien ce qu'on appelle le dénouement. L'élément de résolution peut prendre la forme d'un personnage qui vient aider le protagoniste ou d'un événement qui vient dénouer les conflits. Et dans le cadre de la boîte à merveilles, c'est Zineb qui vient courir pour annoncer le retour de Ma'al Islam au chapitre 12. Et puis, on a la situation finale, le calme est retrouvé, la situation se fixe de nouveau de façon positive ou bien de façon négative. Dans le cas de la boîte à merveilles, c'est le retour du père qui signifie la fin de la crise. Notre narrateur, comme vous le savez tous, ouvre sa boîte à merveilles et retrouve encore une fois son univers. Donc ça, c'est le schéma narratif de l'œuvre. Des fois, dans le cadre des examens régionaux, on pourrait vous demander de vous situer ou bien de situer le passage que vous avez par rapport aux éléments du schéma narratif. Donc vous devriez dire s'il fait partie de la situation initiale, s'il fait partie de la situation finale, s'il fait partie du dénouement, etc., etc. Donc de toute façon, je vous ai donné les différents éléments par rapport au chapitre. Je suppose que c'est assez clair. Là, on va passer à quelque chose qui n'est pas généralement travaillé par la majorité des professeurs, alors que ça fait partie du programme scolaire. C'est ce qu'on appelle le schéma actantiel. Et comme le schéma narratif, je vous l'ai dit, c'est un outil d'analyse, cependant, le schéma actantiel ne se concentre pas sur les événements. C'est sur les personnages et sur les relations qui sont entretenues entre les différents personnages. Voilà à quoi ressemble le schéma narratif. Je vais vous parler de ça rapidement, mais puis je vais parler de chaque élément de façon un peu plus détaillée. Le sujet, c'est le héros ou bien le personnage qui est amené à accomplir une mission. Et l'objet, c'est sa mission. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à obtenir quoi? Le sujet, qui fait quoi? L'objet, il cherche quoi en fait? Le destinateur, c'est ce qui pousse. Ça pourrait être une idée, un personnage, un autre personnage. Qu'est-ce qui pousse le sujet à vouloir mener cette quête? Et le destinataire, c'est chaque personnage qui va bénéficier de cette quête qui va être menée par le sujet. On retrouve un adjuvant ou bien des adjuvants. Ce sont les éléments qui vont aider le personnage à accomplir sa mission. C'est ce qui aide, adjuvant. Et bien sûr, nous avons ici, pardon pour la petite erreur, c'est pas un destinateur, nous avons ce qu'on appelle des opposants. Donc ce sont des éléments, ça pourrait être des personnages, ça pourrait être des actions qui vont s'opposer à ce que le sujet puisse mener à bien son objectif. Alors, pour chaque élément ou bien pour chaque constituant du cadre ou bien du schéma actantiel, je vais le définir et je vais vous donner la question qui va vous permettre de répondre et de trouver cet élément-là. Le sujet, c'est le personnage qui doit accomplir une mission. La question à poser, qui va agir? L'objet, c'est ce que le sujet cherche à obtenir, l'enjeu ou l'objectif de sa quête. Il peut s'agir d'un objet réel ou bien d'un élément abstrait. La question, que désire-t-il? Voilà, c'est très simple. Le destinateur, c'est ce qui pousse le sujet à agir. Il apparaît donc au début de l'intrigue. La question est très simple. Qui ou bien qu'est-ce qui pousse le sujet à faire ce qu'il désire? Finalement, nous avons le destinataire. Le destinataire, ce sont tous ceux qui obtiennent un bénéfice, un avantage à la fin de la mission. Le sujet peut être le destinataire, bien sûr. Lui aussi, il peut tirer profit de ce qu'il est en train de mener. Donc, la question est très simple. Qui va profiter de ce qu'il va faire?
Nous avons aussi les adjuvants, ce sont les personnages ou les éléments qui aident le sujet à accomplir sa quête. Et la question c'est qui va l'aider à accomplir ce qu'il désire. Et finalement, les opposants, ce sont tous les personnages ou les éléments qui nuisent à la réalisation de la mission. La question est toute simple, qui l'en empêche? Donc, ce sont les éléments que vous devriez mettre dans vos têtes par rapport au récit et à sa structure. Nous avons une structure avec un début, avec le cœur et avec la fin. Nous avons un schéma narratif avec ses différents constituants et nous avons un schéma actantiel et on vient de voir ces différents constituants. Un petit exercice d'application. Très simple, vous allez relier, alors vous mettez sur pause à chaque fois pour essayer de faire l'exercice avant d'avoir ou bien d'obtenir la réponse préférablement. Faites travailler vos méninges s'il vous plaît. Reliez avec des flèches les séquences du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné aux étapes du schéma narratif. On a vu les étapes du schéma narratif par rapport à la boîte à merveilles, maintenant faites-le par rapport au dernier jour d'un condamné. Je vous lis avant de vous donner la possibilité de le faire. Alors regardez, on a l'arrestation, le jugement et l'emprisonnement du narrateur personnage. Le narrateur personnage qui commet un crime de sang. Le personnage narrateur menait une vie heureuse avec sa famille. L'auteur a fait l'ellipse de cette partie afin d'amener le lecteur à réfléchir. Le bourreau vient annoncer qu'il faut procéder à l'exécution du narrateur personnage. Et là, vous avez les différentes étapes du schéma narratif. Là maintenant, je vous propose un corrigé. La situation initiale. C'est ça. Le personnage narrateur menait une vie heureuse avec sa famille. Donc voilà, situation initiale, ça veut dire stable, on présente le personnage, etc. Donc c'est ça, c'est le cas. Et c'est une partie qu'on retrouvera, rappelez-vous, dans le cadre du dernier jour d'un condamné, c'est un incipit in media res. On est plongé en plein milieu de l'action, en pleine péripétie. Donc ça, c'est la situation initiale. C'est une situation stable avec un personnage qui menait une vie heureuse avec sa famille. Quel est l'élément perturbateur? Quel est l'élément qui a perturbé sa vie? Le narrateur personnage a commis un crime de sang. Le narrateur personnage commet un crime de sang. Les péripéties, c'est donc quoi? C'est son arrestation, c'est son jugement, c'est son emprisonnement. Arrestation, jugement et l'emprisonnement du narrateur personnage. Et quel est l'élément de résolution? L'élément qui annonce le dénouement. C'est le bourreau qui vient annoncer au chapitre 49 qu'il faut procéder à l'exécution du narrateur personnage. Et la situation finale, eh ben non, on ne sait pas ce qui se passe exactement. On sait qu'il est mort, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. L'auteur a fait l'ellipse de cette partie afin d'amener le lecteur à réfléchir et à imaginer cette fin atroce de notre condamné. Un autre petit exercice d'application pour voir si vous avez vraiment compris ce qu'on est en train de faire. Regardez avec moi ce passage, vous l'avez reconnu, c'est l'incipit du dernier jour d'un condamné. Bicêtre, condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Donc, première question. En vous référant à la situation de cet extrait de l'œuvre, comment l'appelle-t-on? Vous l'avez reconnu, il s'agit bien évidemment de l'incipit. Deuxième question, en quoi est-ce un incipit in media res? Comment on l'appelle précisément? C'est un incipit in media res. Alors, en quoi est-il in media res? Effectivement, on est plongé en plein milieu de l'action. Regardez, ça commence directement par condamné à mort. Waouh, quelqu'un est condamné à mort. Ça s'appelle un incipit in media res. Quelles sont les fonctions de cet incipit? Illustrez ça par des exemples. C'est la troisième question que je vous donne. C'est très simple. Donc, parmi les fonctions, c'est une fonction de contextualisation. Nous présenter le personnage, le cadre spatio-temporel. On est à Bicêtre. Nous avons un condamné à mort. Voilà 5 semaines qu'il habite avec cette pensée. Je ne vais pas parler de la fonction d'accroche. Je peux parler du pacte de lecture. On peut avoir une idée sur le genre littéraire. C'est un écrit à la première personne. Donc, il s'agit d'un récit de vie. Et effectivement, c'est un journal intime. Mais rappelez-vous, ne l'oubliez pas, c'est la forme littéraire apparentée. C'est un roman à thèse. C'est ça le genre littéraire que vous devriez écrire le jour de l'examen. Mais ça
ressemble à un journal intime puisque le narrateur évoque ce qu'il ressent au jour le jour en utilisant bien sûr la première personne. Ce n'est pas le dernier exercice d'application, je vous propose un troisième exercice d'application. Je vous demande d'appliquer le schéma actantiel à la tragédie moderne de Jean Anouilh, Antigone. Effectivement, le schéma actantiel, c'est par rapport à un récit, mais en quelque sorte, Antigone, même si c'est une tragédie moderne, même si c'est une pièce de théâtre, ça raconte une histoire. Donc, quelles sont les différentes relations entre les différents personnages de l'histoire d'Antigone? Faites, s'il vous plaît, cet exercice avant de passer au corrigé que je vais vous proposer. Mettez la vidéo sur pause, faites votre exercice, s'il vous plaît. Allez, là vous avez le corrigé, le sujet, donc qui cherche à faire quelque chose, qui veut faire quelque chose. Donc effectivement, c'est Antigone. L'objet, elle désire quoi? Elle désire tout simplement enterrer son frère. Le destinateur, qu'est-ce qui la pousse à faire ça? C'est le devoir religieux d'enterrer ou bien d'offrir une sépulture à son frère Polynice. Le destinataire, c'est-à-dire qui va bénéficier de cette action? Donc son frère mort qui aura droit à une sépulture et peut-être même Antigone qui ressentira cette satisfaction du devoir accompli. Les adjuvants, qui va aider Antigone? Personne. On peut considérer effectivement la petite pelle qu'elle a utilisée comme adjuvant, ça c'est juste pour trouver un adjuvant, ou bien Aimon qui a essayé de faire revenir son père sur la décision de tuer Antigone. Et les opposants qui s'opposent à elle, effectivement nous avons Créon, sa loi qui interdit d'offrir une sépulture à Polynice, nous avons sa sœur Ismène qui essaie de la persuader, etc., etc. Donc ce sont les différents éléments du schéma actantiel qui sont appliqués à Antigone. Prochaine vidéo, on va continuer à vous fournir les éléments qui vont vous permettre d'analyser un récit. Et on va aborder les rythmes du récit et la relation entre le récit et l'histoire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée si c'est le soir ou bien une bonne journée si c'est la matinée. J'espère que cette vidéo vous a été profitable. Merci beaucoup. Allez, ciao!